Zola. Ce nom, il évoque tout de suite des images puissantes, non? On pense à Germinal, au Rougon-Macquart, à l'engagement de J'accuse. Bref, on pense au géant de la littérature, au maître du naturalisme. Mais si on veut vraiment cerner le personnage, comprendre son œuvre en profondeur, il faut oser regarder derrière le rideau. Parce que Zola, ce n'était pas juste un écrivain. C'était un artiste total, avec des facettes multiples, des passions dévorantes et, parfois, oui, assez méconnues. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de ces passions un peu secrètes. Alors, voilà notre feuille de route. On va explorer ça en 4 étapes. On va d'abord plonger dans sa relation compliquée, presque un amour-haine, avec le théâtre. Ensuite, on découvrira le critique d'art, un vrai combattant, un défenseur acharné de la modernité. Puis, on entrera dans son intimité avec la photographie. Et enfin, on essaiera de rassembler toutes ces pièces pour dresser un portrait plus complet de l'artiste qui se cachait derrière l'écrivain. Du coup, la grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. En explorant ces autres arts, qu'est-ce qui se révèle de nouveau sur Zola? Qu'est-ce que le dramaturge frustré, le critique passionné et le photographe obsessionnel nous apprennent sur le romancier qu'on croit si bien connaître? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble. Allez, on commence avec sa première grande passion, et probablement sa plus grande déception aussi, le théâtre. Faut s'imaginer, Zola, jeune, en Provence, il ne rêve que de ça, que des planches. Il écrit des pièces avec ses copains, dont un certain Paul Cézanne, excusez du peu. Pour lui, c'est une évidence. Le théâtre, c'est le lieu parfait pour mettre en scène la vie, la vérité, son naturalisme. Mais la réalité va être beaucoup, beaucoup plus cruelle. Sa carrière de dramaturge, c'est presque une bérésina. C'est une succession d'échecs cuisants. Sa toute première pièce, La Laide, jamais jouée. Madeleine, refusée. Zola est tellement dégoûté qu'il en fait un roman. Et la malédiction continue, même quand il est au sommet de sa gloire de romancier. Les Héritiers, Rabourdin, c'est un bide monumental. En 1887, il écrit même une pièce pour l'immense Sarah Bernhardt, René, et c'est encore une déception. Là, c'en est trop. Il jette l'éponge, il abandonne le théâtre dramatique. C'est quand même un paradoxe incroyable, le parcours de Zola sur scène. D'un côté, le théâtre parlé, celui qu'il aime, qui rime avec humiliation, critique assassine, frustration totale. Et de l'autre, un univers qu'il prétend détester, la musique, l'opéra, qui, contre toute attente, va lui apporter la gloire. Alors comment on explique ce retournement de situation spectaculaire? Eh bien, tout bascule grâce à une rencontre. L'année clé, c'est 1888. Zola fait la connaissance d'un compositeur, Alfred Bruno. Et ça, c'est le tournant. Zola, qui disait avoir une certaine haine de la musique, trouve en Bruno le partenaire parfait. Bruno veut mettre en musique un de ses romans, Le Rêve. Zola est sceptique au début, puis il se prend au jeu, il participe à l'écriture du livret, et miracle, ça marche. C'est un succès. Et cette rédemption, elle atteint son apogée en 1893. Leur collaboration sur L'attaque du moulin, c'est un triomphe absolu à l'Opéra Comique. Petite anecdote amusante, pour ne pas choquer le public de l'époque en montrant des soldats prussiens sur scène, ils ont déplacé l'action de la guerre de 1870 à la Révolution 1793. Malin. Mais l'esprit naturaliste, lui, est bien là. Zola a enfin réussi. C'est la musique qui lui a permis de donner vie à ses personnages, de mettre la vie sur scène et de toucher un tout nouveau public. L'opéra, finalement, lui offre une renommée qu'il n'attendait plus. Bon, on quitte les planches du théâtre. Si ça a été une conquête difficile, il y a un autre domaine où Zola va s'imposer comme un véritable combattant. Un leader, c'est la critique d'art. Aux côtés de Baudelaire, il va devenir l'un des critiques les plus puissants de son époque, un défenseur acharné de la peinture moderne. Pour bien comprendre le combat de Zola, il faut savoir contre qui, ou plutôt contre quoi, il se bat. L'ennemi juré, c'est l'académisme. C'est l'art officiel du XIXe siècle, celui des salons. Un art qui adore les grands sujets nobles, l'histoire, la mythologie, et qui valorise une technique parfaite, une peinture lisse, sans défaut. Pour Zola, cet art est froid, il est mort, il est sans âme. C'est une peinture qui ne raconte rien de son temps. Et Zola, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans ses articles, il sort la sulfateuse. Il attaque avec une violence inouïe les fausses gloires du salon officiel. Ses cibles, ce sont les stars de l'époque, Cabanel, Jérôme, Bouguereau. Il leur reproche de peindre des choses convenues, sans aucune personnalité, sans âme. Son style est tellement virulent que ça crée un scandale énorme. Mais ça marque les esprits. Et voilà, cette phrase, c'est la clé de tout. Pour Zola, une œuvre d'art, c'est, je cite, un coin de la création vu à travers un tempérament. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir si l'arbre est bien peint. Ce qui l'intéresse, c'est la vision personnelle, l'énergie, la patte de l'artiste. Pour le dire autrement, le vrai sujet d'un tableau, ce n'est pas le paysage, c'est le peintre. Et avec cette idée en tête, Zola devient le champion, le super-héros de la nouvelle peinture.
Il se lie d'amitié avec les futurs impressionnistes, il fréquente Pissarro, Monet, et surtout, il devient le défenseur le plus acharné d'Édouard Manet, qui à l'époque est détesté, moqué. En 1866, il provoque un scandale monstre en écrivant noir sur blanc que la place de Manet, c'est au Louvre. Il a compris avant tout le monde le génie de ces artistes. Ce qui est fascinant, c'est que cette passion pour la peinture va complètement nourrir son propre travail d'écrivain. Ce n'est pas à sens unique. Zola se met à bosser comme un peintre. Il prépare des dossiers énormes, il fait des croquis des lieux qu'il veut décrire, il dessine des plans. Et quand on lit ces grandes descriptions dans les romans, on sent le peintre. Il y a des jeux de lumière, des contrastes de couleurs, des effets de perspective. La peinture lui a carrément donné une méthode d'écriture. Allez, on aborde maintenant la dernière de ses grandes passions. Et c'est sans doute la plus intime, la plus personnelle, la photographie. Zola la découvre assez tard, à 54 ans, en 1894. Il vient juste de terminer l'immense cycle des Rougon-Macquart, et ce qui aurait pu être un simple passe-temps va devenir une véritable obsession. Ce chiffre, il est juste vertigineux. 7000 clichés. Pour un amateur, c'est une production colossale, absolument énorme. Ça nous montre bien que la photo pour Zola, ce n'était pas un petit hobby du dimanche. C'était une nouvelle manière d'explorer le réel. C'était le prolongement de son œil de naturaliste, mais dans une sphère beaucoup plus intime. Et comme pour tout le reste, quand Zola fait quelque chose, il le fait à fond. Ce n'est pas juste un type qui appuie sur un bouton. Non. C'est un vrai technicien, un passionné, méticuleux. Il installe 3 labos photos, un à Paris et dans ses maisons de campagne. Il apprend tout seul. Il développe ses négatifs, il fait ses propres tirages, il teste différents papiers. Il note tout dans des carnets, le temps de pose, la lumière, une approche presque scientifique de l'image. Alors, qu'est-ce qu'il photographie? Eh bien, c'est sa vie, tout simplement, son environnement immédiat. Des scènes de tous les jours, ses enfants, Jacques et Denise, qu'il photographie sans arrêt, toute sa famille. Il fait un reportage incroyable sur l'exposition universelle de 1900. Il photographie aussi Paris, les paysages pendant son exil à Londres. Son appareil photo, c'est le témoin de sa vie intime. Mais là où ça devient vraiment surprenant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la photographie n'a jamais été un outil de travail pour le romancier. Zola ne s'est pas servi de ses photos pour préparer ses livres. C'était son jardin secret. D'ailleurs, c'est drôle de voir que dans ses romans, l'objet photographique, c'est souvent un signe de malheur. Pour Zola, la photo, ça restait une passion perso, un moyen de capturer l'histoire vraie, mais c'était bien séparé de sa littérature. Voilà, on a donc exploré le dramaturge, le critique d'art, le photographe. 3 facettes d'un seul et même homme. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Au final, qu'est-ce que tout ce parcours nous apprend sur l'homme, sur sa vision du monde? Est-ce que ce sont des passions séparées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres? Ou bien, est-ce que ce sont les différents visages d'une seule et même quête artistique? La réponse, elle est là. Que ce soit sur les planches d'un théâtre, dans les pages d'une critique d'art ou derrière l'objectif de son appareil photo, Zola a toujours poursuivi le même but, la même obsession. Saisir un morceau de la vie et le faire passer à travers le filtre d'une personnalité forte, d'un fameux tempérament. Pour le peintre qu'il défend, pour le musicien avec qui il travaille, ou pour lui-même en tant que photographe, la règle d'or est la même. L'art, ce n'est pas une simple copie du réel, c'est une interprétation. Et c'est peut-être ça la grande leçon finale. Au-delà du naturalisme et de son côté scientifique, ce que Zola a cherché toute sa vie, dans toutes ses aventures artistiques, c'est l'expression la plus intense de la vie elle-même. Pour lui, une œuvre réussie, ce n'est pas une imitation. C'est un organisme vivant qui vibre de l'énergie de celui qui l'a créé. En découvrant l'artiste Zola dans sa totalité, on comprend mieux que pour lui, l'art et la vie, c'était une seule et même chose.